podcast est réalisé avec le soutien précieux de More. Parce que nous sommes des entrepreneurs tout comme vous. Nous allons parler d'une actualité riche cette semaine avec à la fois le retour des États-Unis d'une importante délégation commerciale avec la princesse Astrid, la mobilisation sociale évidemment dans les rues de Bruxelles et le budget dont on attend toujours l'avènement au niveau fédéral en tout cas. Pour tout ça, on reçoit quelqu'un qui est très bien placé pour en parler, c'est Peter Timmermans. Bonjour. Bonjour. Administrateur délégué de la FEB, Fédération des entreprises de Belgique. Donc vous êtes bien placé pour nous porter la voix des entreprises dans tous ces éléments-là. Mais pour commencer, vous êtes rentré il y a une semaine des États-Unis, de la côte ouest pour être plus précis, pour une mission économique princière qui était importante. C'était un rendez-vous important. Qu'est-ce que vous en avez retiré ? Oui, c'était vraiment très important parce que plus de 500 personnes se sont déplacées. On est arrivé avec 3 vols là-bas. Grosse délégation. Grosse délégation. Et donc ça a impressionné les Américains. Parce que c'était la première fois pour eux de voir arriver plus de 500 personnes d'un tout petit pays comme la Belgique, mais des entrepreneurs. Donc, 1, impression. 2, c'est pour la première fois qu'on a discuté avec eux de la défense. La défense ne faisait pas partie des missions princières. Mais maintenant, vu le contexte géopolitique et vu le fait qu'en Belgique aussi, il y a une défense, une industrie de la défense importante, on est très bien accueillis là-bas aussi avec cet élément, cet aspect-là. Et troisièmement, on a quand même constaté que les chefs d'entreprise belges ont pu nouer des contacts avec leur homologue américain. C'est-à-dire qu'il y a eu des contrats Oui, qu'il y a plus de 30, ce qu'on appelle MOU, Memo of Understanding, donc des intentions de collaborer, et plus de 60 contrats directement avec des Dans la défense ou pas uniquement ? Pas dans la défense directement, parce que ça, c'est je dirais, un côté quand même un peu spécial, mais dans d'autres domaines, on était là dans le domaine de la technologie, dans le domaine de food and beverage, donc de l'alimentation, de textile et autres. La bière qui fait toujours recette, j'ai lu. C'est toujours le cas. Mais donc, c'était une très, très, très bonne mission princière, très chargée, plus de 100 événements en une semaine de temps. Également à Los Angeles, plus focalisé sur l'entertainment, donc le film, Hollywood, tout ça. Hollywood et autres. À San Francisco, Silicon Valley, plus sur la technologie. Et donc, voilà, j'étais vraiment, je suis revenu avec beaucoup d'optimisme. Beaucoup d'optimisme, oui. Et aussi parce qu'on a... les relations entre l'Europe et les États-Unis ont été un peu malmenées. Il y a eu les droits de douane, etc. Tout ça, vous ne l'avez pas senti ? Oui, parce que, naturellement, je préfère des droits de douane 0%. Finalement, il y a un accord sur 15%. Le plus important pour moi, c'est qu'il y a de la clarté et une certaine stabilité. C'est ça, les chefs d'entreprise me l'ont dit également. Pour certains, 15%, ce n'est pas évident. Vous avez vu aussi les chiffres récents. Ça pourrait nous coûter, à l'occurrence, de 4 milliards de coûts supplémentaires, mais ciblés dans certains secteurs plus que dans d'autres. Mais en général, le fait qu'il y ait un accord, qu'il y ait une certaine stabilité et qu'il n'y a plus d'insécurité, c'est déjà une bonne chose. Et sachant que nous sommes là avec des produits de très haut niveau. Nous sommes très appréciés par les Américains. Nous avons des solutions très pratiques pour des problèmes très, très, très spécifiques. Savez-vous que, par exemple, à Los Angeles, l'académie, la police là-bas, oui, ils sont très reconnaissants vis-à-vis de FN. Parce qu'ils utilisent des armes ou des solutions. Des solutions apportées par FN, très renommées, très reconnues. Par exemple, c'est un exemple parmi d'autres, parce que ce n'est pas uniquement la défense, comme je viens de le dire. Et donc, il y avait une entreprise pour nettoyer des murs et autres à travers une technique de laser. Ils ont vendu des machines là-bas, ils ont vendu des produits là-bas. Donc, voilà. C'est une toute petite entreprise belge reconnue par les Américains. Je vais vous dire une chose, Californie, c'était en Californie, c'est la 4e puissance économique mondiale. Hein. C'est un pays, en fait. C'est un État, des États-Unis, c'est un pays qui vaut, oui, c'est la 4e puissance mondiale. Alors,
on a appris de là-bas, alors ce n'est peut-être pas dans le cadre de la mission, mais qu'il y aurait 2 investissements importants américains en Belgique et en Wallonie en particulier. C'est Amazon et Google qui ont annoncé pour des milliards d'investissements. Oui. C'est une bonne nouvelle aussi, ça montre qu'il y a des choses qui se passent en Belgique et que ça évolue positivement. Ça montre une chose que dans certains domaines, nous sommes très attractifs. Quand Google ou Amazon veulent investir ici, ça veut dire que nous sommes quand même attractifs. Et pour vous, c'est positif, enfin. C'est en soi positif. Je comprends qu'il y avait certaines réactions en disant oui, mais attention, par exemple aux PME. Attention aux PME. Mais en général, c'est quand même un signe important que 2 entreprises américaines de cette taille ont décidé de s'investir ici. Sachez aussi que la relation américaine, ou la relation plutôt avec l'Amérique ou les États-Unis est très importante pour nous. C'est notre 4e oui, c'est ça, Donald Trump ou pas, parce qu'on a beaucoup parlé évidemment du retour de Donald Trump, de ce que ça pouvait générer, etc. Mais à travers ça, il faut quand même continuer à faire du commerce. Oui, mais tout n'est pas positif non plus. Il faut c'est ça, tout n'est pas positif et tout n'est pas négatif. Mais donc, les entreprises étaient là pour faire du business. Mm-hmm. Les tarifs de Trump, comme je viens de le dire, on avait préféré un tarif 0 comme auparavant pour certains produits. Donc, on a évité une guerre commerciale. Et économiquement et stratégiquement, c'est ça qu'il fallait faire. Parce que quand les États-Unis et l'Europe s'entendent au niveau économique, au niveau militaire, les 2 ensemble sont une puissance énorme, stratégique importante sur la scène mondiale, vis-à-vis de la Russie, vis-à-vis de la Chine, vis-à-vis de certains pays et Donald Trump est peut-être en train de le comprendre, en fait, non ? Espérons-le, c'est toujours ma thèse, ça a été toujours ma thèse. Une guerre commerciale, c'est un lose-lose. Les Américains vont perdre parce que là, vous voyez que l'inflation est en train de monter tout doucement parce qu'un tarif, c'est finalement un impôt à charge de l'entreprise américaine. Et de la population aussi. Et la population. C'est un lose-lose pour nous, parce que ça devient plus compliqué d'exporter. Et pour la Belgique, en l'occurrence, notre pays, c'est une petite économie ouverte. Donc, nous dépendons beaucoup de notre capacité de pouvoir exporter nos produits et nos biens, donc de notre compétitivité. Et donc, oui, une guerre commerciale, ça aurait été vraiment préjudiciable. Oui, et la pire des choses. Ouais. Et donc, ma thèse est toujours, et espérons qu'on puisse convaincre nos amis américains aussi, la collaboration entre l'Europe et les États-Unis, s'il y a une forte collaboration avec respect mutuel, nous sommes le groupe ou le continent ou les continents le plus important du monde. C'est à ce moment-là qu'on peut faire la différence et qu'on est plus fort vis-à-vis la Chine, l'Inde et la Russie. Alors Peter Timmermans, vous êtes rentré dimanche dernier. Mardi, il y avait une mobilisation importante dans les rues de Bruxelles. Les chiffres vont de 80 000 à 140 000, donc je ne sais pas ce qu'il faut en penser, mais toujours est-il. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Vous dites que c'est un avertissement ou bien vous dites que les syndicats jouent un drôle de jeu ? Je suis quelqu'un qui tient toujours compte des signaux que d'autres m'envoient. Il faut reconnaître, en termes absolus, ça paraît beaucoup, 80 000. Certains disent 140 000, mais je crois plus la police que les chiffres cités par les syndicats. Mais donc, c'est un nombre important. Relativement, c'est pas assez élevé quand il y a 4 millions de travailleurs et 40 000 dans la rue. Oui, 4 millions de travailleurs qui ont travaillé. Qui ont travaillé, mais c'est un signal qu'on peut pas nier. Mais de l'autre côté, et ça c'est pour moi encore plus important, je ne vois pas pourquoi ils essayent de toucher les entreprises, et certains groupes encore plus que d'autres, parce que parmi les manifestants, il y a quand même aussi un petit groupe d'extrême gauche, et autres, qui visent les entreprises, qui veulent bloquer les entreprises, qui ne manifestent pas, comment dirais-je... Pacifiquement.
Et donc, je me pose la question, qu'est-ce qu'ils veulent finalement obtenir? On a prouvé quand même ces derniers temps qu'à travers une concertation sociale, à travers des compromis, des accords qu'on a passés avec eux, il y a 2 accords qu'on a signés avec eux sur la fin de carrière et sur les landingsbanen. Et 2 fois, le gouvernement a respecté l'accord qu'on a signé. Donc, les partenaires sociaux sont forts, ont un impact. Quand ils s'entendent. Quand ils s'entendent et quand ils passent des accords entre eux. Donc, j'invite quand même les syndicats, j'entends maintenant dire, oui, mais on va continuer à faire des actions. Soyons clairs, la situation économique aujourd'hui, on a perdu 15 000 emplois dans le secteur de l'industrie. Qu'est-ce que vous voulez obtenir en touchant, en visant encore davantage l'industrie? Nous sommes en train de perdre des parts de marché à l'étranger. Donc, qu'est-ce que vous voulez obtenir en touchant encore des entreprises qui exportent des biens et des services? Savez-vous, et ils le savent, que notre richesse dépend de notre capacité de pouvoir exporter. Quand le bilan commercial est positif, ça veut dire qu'on exporte plus qu'on importe, la Belgique devient riche. Et on peut se... J'ai l'impression que certains ont oublié ça. Parfois, on a l'impression qu'on oublie qu'il faut faire de la croissance, par exemple. Oui, parfois, j'ai l'impression qu'il y a un problème. C'est l'État qui va régler le problème pour moi. Mais il faut bien savoir que c'est le tissu économique qui finance l'État. Les fonctionnaires sont payés par la valeur ajoutée créée dans le secteur privé. Quand vous n'avez pas de secteur privé florissante qui peut exporter, qui est forte, qui est compétitive, finalement, in the end, comme on dit en anglais, vous touchez le secteur public parce qu'il n'y aura pas assez d'argent pour financer les fonctions exercées par les fonctionnaires. Donc c'est ça qu'il faut bien se rendre compte, que le tissu économique est la base de tout. Et pour nous, le tissu économique est fort quand nos entreprises sont compétitives et puissent exporter leurs produits. Et aujourd'hui, par exemple, est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels, avec les syndicats, vous devez vous entendre? Est-ce que, en parlant de concertation sociale, il y a des éléments sur lesquels vous dites j'attends qu'on dialogue ou j'attends que vous soyez constructif? Je suis membre du groupe de 10 depuis presque 25 ans. Oui. Et donc, il y a des thèmes. Et donc, je me suis toujours battu pour qu'il y ait des accords interprofessionnels, des accords entre syndicats et employeurs. Parce que je me rends compte, et je suis convaincu qu'un accord, ça veut dire qu'il y a une certaine sérénité, une certaine acceptation au sein du monde des syndicats et au sein du monde des employeurs. Oui, des contraintes que chacun je suis content que j'ai toujours pu faire passer des accords entre partenaires sociaux devant mon conseil. Et donc, quand je vois que maintenant, la formation de salaire d'un côté, l'indexation de l'autre côté, il y a des pressions, il y a des demandes, il faut réviser. Ouais. Notre modèle date de 1944, on est 2025, donc presque 80 ans plus tard. Il faut moderniser cela. Et le gouvernement nous a demandé, en tant que partenaires sociaux, de regarder ou d'examiner ou de faire des propositions plutôt par rapport à la loi de 96, la fameuse loi de 96, et l'indexation. C'est la loi qui encadre les salaires, pour faire court. Ouais. Et l'indexation, parce que l'indexation fait partie de la loi de 96 également. Je me suis dit, et j'ai dit aux syndicats, c'est un thème que nous ne pouvons pas laisser au monde politique ou au monde académique. D'ailleurs, le monde politique, s'ils vous le donnent, c'est aussi parce qu'ils ne savent pas s'entendre eux. Mais là, vous avez une possibilité ce que je veux dire, si nous ne parvenons pas à un accord là-dessus, et on a encore 9 mois, 1 an, enfin, pour le faire, le jour viendra, et ce sera encore pendant cette législature, que le monde politique va intervenir. Mm-hmm. Et donc, tout le monde sera fâché. Nous serons fâchés. Les syndicats seront fâchés. Tout le monde sera fâché. Mais c'est un thème que nous devons prendre. Et donc, selon vous, il y a moyen de réformer l'indexation automatique des salaires. Vous avez déjà eu des propositions là-dessus. Et en même temps, de lâcher un peu du lest sur la loi de 96. Savez-vous que la loi de 96 et la réforme d'indexation, donc au milieu des années 90, donc il y a presque 30 ans, c'était à la base une entente entre employeurs et syndicats au sein du Conseil central de l'économie. On n'est pas arrivé à un accord jusqu'au bout, mais la base de l'accord était là.
Et le gouvernement de Hahn et de Ruppel l'a pris en disant, voilà, il y a une base d'entente entre partenaires sociaux et nous allons le mettre. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont introduit la loi de 96 avec un maximum. Ouais. Ils ont modifié l'indexation, c'est devenu l'indice santé, Ouais, en élevant certains produits. Mais la base, la mécanique de base, c'était à l'origine une idée, une entente entre partenaires sociaux. Vous pourriez le faire aujourd'hui. Voilà, ce que je n'arrête pas à dire, c'est notre dossier. Occupons-nous de cela. La même chose avec le Gentleman's Agreement, le Heerakkoord, donc qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire, qu'est-ce qu'on peut faire, pas faire en cas de grève. Ouais. C'est quand même un thème à gérer, à discuter, sereinement entre partenaires. Et donc, ouais. d'où mon appel il y a quelques semaines déjà. On a besoin de quelques moments poepenhan. J'ai appelé ça poepenhan. Pour certains qui ont un certain âge, poepenhan, c'est un endroit assez connu en Wallonie. Vous s'étiez rencontrés le Premier ministre, à l'époque, le Premier ministre et quelques leaders syndicaux et autres. Mais l'idée, ce que j'ai voulu dire, il faut créer quelques moments où on puisse discuter librement. Vous avez toujours dit qu'il fallait un pacte social renouvelé. Hein? C'est un discours que vous avez depuis... Oui, mais jusqu'à présent, certains ont toujours dit non, attendons. Maintenant, on est plus ou moins le dos au mur. Est-ce que vous avez des réponses positives, justement? Ça, je ne vais pas vous dire, parce qu'alors, quand je plaide pour un moment poepenhan, ça doit être discret. Ça doit être discret. C'est pas comment dirais-je, il ne faut pas dévoiler ici. Vous viendrez, quand ce sera fini, vous viendrez ici. Je pense que vous pouvez nous inviter, syndicats et employeurs, peut-être une fois ensemble. Avec grand plaisir. Au moment qu'on a un accord. Alors, le gouvernement de Wever, justement, est en cours de discussion pour un budget. Bon, ça a été un peu reporté. Qu'est-ce que vous en attendez, vous? Il y a des choses particulières. Bon, on sait que l'effort va être, alors, Bart de Wever dit minimum 10 milliards, le MR dit plutôt 20 milliards. Donc, il y aura des économies, il y a toujours les réformes qui sont en cours. Mais est-ce qu'il y a des choses précises sur lesquelles vous dites, attention, ne cassez pas la machine? Quelques éléments. Jusqu'à présent, les premiers 6 mois, le gouvernement et surtout le ministre Clarinval a quand même réaliser des réformes structurelles. Importantes. On aurait dû les décider il y a 20 ans, ça aurait été beaucoup plus... Notamment sur le chômage, par exemple. Mais finalement, maintenant, on est obligé de le faire. Donc, première partie, avec un impact budgétaire. J'attends maintenant qu'on fasse un exercice similaire. Ça veut dire qu'on raisonne avec un esprit réforme structurelle. Pour moi, ce n'est pas important que ça rapporte X millions la première année. Je veux simplement que ça va dans le bon sens et qu'il y a une économie structurelle qu'on va réaliser, que ce soit au niveau de l'efficacité de l'État, que ce soit indépendamment du domaine, des réformes structurelles. Par exemple, une réforme structurelle dont on a vraiment besoin, les malades de longue durée. Mais là, je voudrais quand même lancer un message assez clair. La réforme des malades de longue durée, c'est comme une chaise avec 4 piliers. 4 pieds, oui. 4 pieds. Et quand les 4 piliers ne sont pas de la même hauteur, la chaise tombe. Ou s'il y en a seulement 3, la chaise tombe. Elle boite, ou elle tombe, oui. Et donc, ça veut dire qu'il faut une responsabilisation plutôt des employeurs, ok, je suis d'accord, des personnes concernées, les malades de longue durée, des mutuelles et les médecins. J'entends maintenant simplement des taxes supplémentaires à charge des entreprises. Oui, vous pourriez payer plus longtemps la mise à disposition. Ça, c'est très clair et très facile. On dit, voilà, vous payez le salaire garanti non seulement 1 mois, 2 mois, 3 mois. Voilà, c'est ça. C'est une mesure budgétaire plate, simple, mais sans impact structurel.
Donc, s'il n'y a pas les 4 autres pieds, c'est ça, les 3 autres pieds. Les 3 autres pieds, oui, c'est difficile. Le secret médical, la mutuelle, oui, difficile parce que oui, c'est quand même difficile d'être au même moment accompagnant. Accompagner et contrôler en même temps. Mais en même temps, on ne touche pas. Difficile de toucher aux mutuelles. Ouais. Beaucoup de mais pour les entreprises, payer. Et quand les entreprises payent, ça ne résout rien parce que c'est une taxe, c'est une recette supplémentaire. Donc, premier élément que je voudrais quand même mettre en avant, il faut bien se rendre compte, quand quelqu'un est malade, l'employeur, il ne peut pas le contacter, il ne peut pas savoir de quoi il s'agit, il ne peut rien faire. Donc, mais taxer l'employeur, ça c'est très facile. Donc, première chose. Donc, on est déjà le pays le plus taxé au monde, encore des taxes supplémentaires. Bon. Avec le fait que l'industrie est en train de passer une période extrêmement compliquée, c'est pas peut-être la meilleure chose à faire. Deuxième message, j'étais aux États-Unis. Ils sont très impressionnés par les efforts faits au sein de notre pays au niveau de recherche et développement, innovation. Donc on a des outils extrêmement importants. On soutient la recherche et le développement. Et c'est la chose qu'il faut faire, hein, parce qu'on n'a pas on n'a plus de charbon, on n'a plus de pétrole, on n'a pas... On a des idées, comme diraient les autres. Des idées. On n'a pas de pétrole, mais on a des idées. C'est un slogan. Et donc j'entends dire par certains, oui, mais enfin, on soutient un peu trop l'innovation, on va peut-être, soi-disant, il y a des abus. Alors je réponds toujours, quand il y a des abus, il faut me les montrer, et s'il y a vraiment un abus, moi je suis tout à fait contre. Donc certains voudraient faire des économies là-dedans, c'est ça, hein? Et donc je voudrais quand même attirer l'attention que ce serait une mesure assez contre-productive, surtout que notre pays est connu pour ses centres de recherche, pour ses innovations, etc. C'est notre richesse d'une certaine. Alors le gouvernement de Wever dit qu'en plus du budget, il travaille sur une stratégie de croissance avec des éléments... peut-être que vous avez plus de détails, mais qui ne sont pas encore très clairs. L'indexation des salaires, il y a beaucoup de CEO qui l'appellent de leur vœu, mais en l'occurrence, c'est surtout dans votre camp qu'on en discutera. Il y a un élément que j'ai compris, c'est qu'on travaillait sur une norme énergétique qui permettrait peut-être de rendre l'énergie moins chère pour les industries électro-intensives notamment. Est-ce que ça, c'est une bonne nouvelle? Est-ce que dans la stratégie de croissance, il y a des choses où vous dites, OK, là, on est entendu pour la compétitivité? Stratégie de croissance absolument nécessaire. Savez-vous qu'il y a 20 ans, la croissance moyenne était de 2,5%. Aujourd'hui, on n'est même pas à 1%. On est très content qu'on puisse annoncer c'est 1,1% parce que tout le monde est content qu'on dépasse le 1%. Donc, stratégie de croissance, imaginons un instant que notre croissance serait de 2% au lieu de 1%. Ça résoudrait déjà beaucoup de choses. Ça résoudrait beaucoup de choses. Donc, stratégie de croissance absolument nécessaire. Oui, mais d'ailleurs, qu'est-ce qu'on met derrière? Oui, mais ça... Et donc, maintenant, je vais à mon deuxième point, donc la norme énergétique. Ouais. Très bonne idée. Mais on en parle maintenant depuis quelques années. Okay. Déjà, le ministre-président, Mme Verstraeten, parlait de ça. Et j'espère vraiment que maintenant, le ministre de l'Énergie puisse aboutir et puisse venir avec une norme. Et Mathieu Billet dit qu'il pourrait arriver à ça fin de l'année. Bon. Donc, c'est le moment parce que vous savez que les prix de l'énergie sont 3 fois plus élevés qu'ici qu'ailleurs. Hein. Notamment aux États-Unis, où vous êtes allé maintenant. Oui. Donc, il y a 3 problèmes pour l'industrie aujourd'hui. C'est le prix de l'énergie. Les salaires, mais ça, on en a parlé. Mais là, il y a une bonne mesure. C'est la norme salariale est de 0, donc les salaires augmentent avec l'indexation, mais pas au-delà. Et troisièmement, la complexité administrative. Donc je veux vraiment maintenant que, 1, on fasse quelque chose dans le domaine de l'énergie et le coût de l'énergie, et 2, qu'on vienne avec des propositions concrètes de simplification administrative. Récemment encore, quelqu'un m'a donné l'exemple. J'ai rempli plus ou moins 2 fois le même papier. Est-ce qu'on ne peut pas le faire une fois au lieu de 2 fois? 1, 2, beaucoup de données que je dois donner pour la xème fois sont déjà disponibles au sein des autorités publiques. Mais
le only once principe, c'est-à-dire qu'on le demande une fois et que les administrations transmettent les données entre eux au lieu de les demander chaque fois aux entreprises. Allez, ce type de simplification administrative est absolument nécessaire. Et dernier élément, j'entends rarement parler de la chose suivante. Quand il y a une simplification administrative, souvent à travers de la digitalisation de certains procès, ça a un impact au niveau du nombre de fonctionnaires dont on a besoin. J'entends personne dire que la déclaration électronique de la TVA, ça veut dire qu'il ne faut plus contrôler manuellement certaines choses, ça a quand même un impact. Donc on pourrait réduire la surface de l'État, quoi. Oui, mais ou bien les utiliser, c'est effectif pour autre chose, pour autres dossiers qui sont peut-être dans une autre administration, mais qui sont importants, où il y a pour le moment un manque de personnel. Cette idée-là, dans une entreprise, où on dit, voilà, dans la division 1, il y a un nombre effectif de trop parce qu'on a digitalisé certains procès, on va les transférer à la division 2 ou 3 ou 4, etc. Pourquoi ce n'est pas possible au niveau de l'État? Alors, Peter Timmermans, on va terminer avec un élément positif. Je crois que vous aimez bien d'ailleurs ça, parce que vous avez initié plusieurs, j'allais dire entreprises, en tout cas plusieurs événements et initiatives de ce type-là au sein de la FEB. Donc vous avez lancé la 6e édition de Young Talent in Action. Alors d'abord, racontez-nous un peu de quoi il s'agit. Et puis en fait, l'idée, c'est vraiment de donner le goût d'entreprendre aux plus jeunes. Oui, donc nous sommes à la FEB très connus pour la concertation sociale. Mais depuis quelques années, depuis une dizaine d'années, on s'est dit, mais l'entrepreneuriat, c'est ça dont on a besoin. Les jeunes d'aujourd'hui sont les managers de demain. Et donc, en 2015, on a créé Young Talent in Action. C'est-à-dire que des jeunes étudiants, 16, 17, 18 ans, 19 ans, on les met en contact direct avec des chefs d'entreprise. Pourquoi? Pour réaliser des projets? Non, pour simplement pour qu'ils comprennent qu'est-ce que c'est diriger une entreprise, quels sont les défis. Mais de l'autre côté, les chefs d'entreprise, de les mettre en contact avec les jeunes, parce que les jeunes ont une certaine attente. Et aujourd'hui, on constate que les jeunes disent, oui, mais la culture de l'entreprise autour du sustainability, donc de développement durable et autres, est important pour nous. Donc il faut intégrer ça dans la gestion de l'entreprise. Je dis souvent, avant, pour une entreprise, c'était le bottom line qui comptait. Est-ce qu'il y a un bénéfice? OK. Est-ce qu'il y a un déficit? Ou il faut restructurer. Mais tout ce qui se passe en amont, ce n'est pas important. Aujourd'hui, les jeunes nous disent, oui, mais la façon dont on crée de la valeur ajoutée, nos valeurs, la planète, l'écologique, l'élément écologique. Oui, l'innovation qu'on peut porter. Ouais. L'innovation. Et là, c'est important que les chefs d'entreprise entendent de ces jeunes-là, ça sont nos employés. Oui, ça crée des vocations aussi, j'imagine que c'est ça l'idée. C'est ça l'idée, et nous espérons que parmi les jeunes, qu'il y a quand même quelques-uns qui disent « je veux monter mon entreprise, je veux créer mon entreprise, je veux devenir chef d'entreprise ». Il y en a assez qui le font aujourd'hui, vous trouvez? Je pense que on n'a jamais assez d'entrepreneurs. On n'a jamais assez d'entrepreneurs, mais certains veulent le faire, d'autres veulent plutôt collaborer, donc il faut respecter tout le monde là-dedans. On aura besoin de tout le monde, soyons clairs. Mais en tout cas, vous dites à la FEB, c'est notre mission. C'est notre mission. C'est la raison pour laquelle on a créé aussi un autre événement, c'est de dire, OK, 5 jeunes entrepreneurs qui ont déjà monté leur entreprise, mais qui sont encore à l'université, on va les faire accompagner par un entrepreneur. Ils peuvent appeler un entrepreneur, j'ai un problème, parce qu'ils ont souvent des rêves. Mais l'entrepreneur va lui dire, à la fin du mois, il faut pouvoir payer vos fournisseurs. Il faut pouvoir payer vos collaborateurs. Donc, le concept budget, ce n'est pas uniquement l'idéal. L'idée, la rêve, etc. Non, il faut aussi pouvoir gérer une entreprise. Et donc, c'est un peu, oui, c'est une mission, appelons ça sociétale, de la FEB, de mettre en contact les jeunes, les managers de demain, avec les entrepreneurs d'aujourd'hui.
Et ça, c'est quelque chose qui vous fait du bien, j'imagine. Ça me fait énormément du bien. Un retour que je reçois des jeunes est fantastique. Ça me motive chaque jour parce que... Ça donne du sens aussi à ce que vous faites par ailleurs. Mais ils nous challenge, ils nous disent, voilà, ça c'est nos défis. C'est ce que nous attendons du monde. C'est ça ce que nous voulons en tant que chef d'entreprise. C'est ça que nous voulons. Et ça, à mon avis, ça nous motive. Bon, ben voilà, il y a quand même beaucoup d'espoir à véhiculer, Peter Timmermans. Merci beaucoup. On aura l'occasion, donc je retiens l'invitation très bientôt avec vos partenaires syndicaux pour parler d'un pacte. Hein, si ça dépendra de moi, demain ou dans un mois, on peut signer un accord. Merci beaucoup, Peter Timmermans. Merci à vous. Merci beaucoup d'avoir suivi cette édition du Trendstalk et à la semaine prochaine. Cash is king. Suivez votre trésorerie au fil des jours. Une vue hebdomadaire peut sauver votre boîte bien plus vite qu'un bilan trimestriel. More, parce que nous sommes des entrepreneurs tout comme vous.